Mon fils avait insisté pour emprunter ma voiture, pour un essai routier, disait-il, avant mon départ en vacances. Le lendemain, mes doigts avaient frôlé quelque chose d'anormal, un petit boîtier dissimulé dans un compartiment secret. Je n'avais pas dit un mot. Au lieu de cela, j'avais discrètement collé l'appareil sous le châssis de la voiture de ma belle-fille. Cette nuit-là, mon fils allait avoir une sacrée surprise. Je m'appelle Bernard. J'ai 62 ans et je pensais connaître mon fils Paul par cœur, jusqu'à ce que je découvre ce maudit traceur GPS dans ma voiture. Ce fut le début d'une longue et amère déconvenue. Tout avait commencé un vendredi après-midi, un de ces vendredis doux de printemps où le soleil de mai caressait les toits des maisons de la rue des Lilas. J'étais tranquillement assis dans mon fauteuil préféré, lisant le journal, quand j'ai entendu frapper à la porte. Paul est apparu sur le pas de ma porte, sans prévenir. Ce n'était pas son genre. En fait, cela faisait des mois qu'il ne s'était pas montré sans un appel préalable, une confirmation, presque une demande de rendez-vous. Depuis qu'il avait épousé Isabelle, 2 ans auparavant, nos rencontres étaient devenues protocolaires, froides, des obligations à cocher sur un calendrier, dénuées de la spontanéité d'autrefois. Une sorte de consultation médicale forcée, mais pour l'âme. Papa, est-ce que je peux jeter un œil à ta voiture m'a-t-il demandé, sans oser croiser mon regard. Il s'est servi un café, le rituel habituel, de la cafetière que je m'efforce de toujours garder pleine, même si je bois moins qu'avant. L'arôme riche et terreux du café colombien, mon préféré, emplissait l'air de ma petite cuisine, un parfum de réconfort qui, ce jour-là, ne parvenait pas à masquer une pointe d'anxiété. Quelque chose dans sa voix, une intonation étrangère, a fait vibrer une corde sensible en moi. Vérifier ma voiture ai-je répété, le laissant un instant en suspens. Pourquoi donc, mon fils? J'ai remarqué que ses mains, habituellement si fermes, tremblaient légèrement en tenant la tasse fumante. Un détail que j'ai enregistré sans comprendre. Paul n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour ma vieille Honda Civic de 2016. Pour lui, une voiture était un moyen de transport, rien de plus, et certainement pas un sujet de conversation. Mais là, il a enchaîné, ses mots sortant un peu trop vite, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Isabelle dit que les voitures de cet âge peuvent avoir des problèmes de sécurité, tu sais, les freins, la transmission, des choses qu'une femme ne remarquerait pas. Le son de ces mots, la façon dont il les a prononcés, c'était comme une gifle. Une femme ne remarquerait pas. C'était Isabelle qui parlait à travers lui, son mépris à peine voilé. Ces mots m'ont blessé plus profondément que je n'aurais voulu l'admettre. Une piqûre insidieuse sous ma peau déjà épaissie par l'âge et les épreuves. Moi, Bernard, qui avait toujours été le roc de cette famille, le mécanicien amateur qui savait déceler le moindre cliquetis suspect, le moindre frottement anormal. Une femme ne remarquerait pas. L'insulte était double, visant à la fois mon jugement et ma compétence, tout en me ramenant à une image stéréotypée que je rejetais de tout mon être. Pourtant, j'avais conduit cette même voiture pendant 8 ans, sans le moindre accroc, sans le moindre accident. Cette Honda, c'était plus qu'une simple carcasse de métal. Elle avait été le témoin silencieux de tant de moments de ma vie. Je m'y revoyais, sillonnant les routes pour emmener Paul à des centaines d'entraînements de football quand il était enfant. L'odeur du gazon fraîchement coupé et de la sueur emplissant l'habitacle. Je me revoyais aussi, des années plus tard, le volant serré entre les mains, traversant le pays d'est en ouest après que sa mère nous ait quittés. Alors qu'il n'avait que 12 ans, une période où chaque kilomètre parcouru était une tentative désespérée de fuir la douleur et de reconstruire un semblant de foyer pour mon fils. Bien sûr, mon fils, les clés sont sur la table de l'entrée, ai-je dit, un goût amer dans la bouche, ravalant ma fierté blessée avec la force d'un homme qui a trop souvent dû encaisser les coups. Je voulais à tout prix préserver une paix fragile, maintenir le semblant d'une relation. Je voulais qu'il se sente utile, nécessaire à son vieux père, même si l'idée venait de sa femme. Paul a passé près de 2 heures dehors, dans l'allée. De ma fenêtre de salon, j'observais sa silhouette penchée sous le capot, puis rampante sous la voiture, éclairant les dessous du châssis avec une lampe de poche. Le crépuscule commençait à teinter le ciel de nuances orangées, et les bruits métalliques de ses manipulations résonnaient étrangement dans le silence du quartier. Mon cœur, lui, battait une cadence irrégulière. Il avait les mains sales, maculées de graisse, et un sourire étrangement figé, presque douloureux, quand il est finalement rentré. Un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux,
des yeux que j'avais toujours cru capables de refléter la vérité. Tout semble en ordre, papa. Juste, tu devrais peut-être l'emmener chez le garagiste bientôt, tu sais, pour un entretien préventif. Ces mots étaient mécaniques, sans la chaleur habituelle. Il m'a serré dans ses bras avant de partir. Mais ce fut une étreinte rapide, presque furtive, qui me laissa un sentiment de vide plus profond que si l'on ne s'était pas touché du tout. Une étreinte qui me faisait me sentir plus seul qu'avant son arrivée, comme si l'absence de contact réel était plus facile à supporter que cette parodie d'affection. Il sentait une eau de Cologne différente, un parfum cher et sophistiqué que je ne reconnaissais pas, loin de ses habitudes. Isabelle avait même réussi à changer son odeur, à le marquer de son empreinte, pensais-je avec une amertume nouvelle. Cette nuit-là, tandis que je regardais les informations sur mon vieux canapé en tissu usé, dont les ressorts connaissaient par cœur la forme de mon corps, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation lancinante que quelque chose clochait. L'écran de la télévision projetait une lumière froide sur le salon sombre. Mais mon esprit était ailleurs, rejoignant la scène de l'après-midi. Paul avait agi bizarrement, nerveusement, comme un enfant pris en faute. Ses yeux, d'ordinaire si expressifs, n'avaient croisé les miens à aucun moment de toute sa visite. Pas une seule fois. Ce détail, insignifiant en apparence, s'était incrusté dans ma mémoire, alimentant une méfiance grandissante, un pressentiment sombre qui se drapait autour de mon cœur. Le samedi matin, comme à mon habitude, j'ai décidé de laver ma voiture. C'était une routine immuable, un rituel que j'avais hérité de mon défunt père, une façon de garder un lien avec lui. Le soleil de mai, déjà généreux, réchauffait mon dos tandis que je passais l'éponge savonneuse sur le métal bleu délavé de ma Civic, sous le regard indifférent des lilas en fleurs bordant l'allée. L'odeur du savon et de l'eau fraîche se mêlait à celle des fleurs printanières, créant une atmosphère de sérénité trompeuse. J'avais presque terminé, frottant méticuleusement chaque recoin, quand mes doigts se sont glissés sous le siège conducteur, cherchant à atteindre la poussière la plus tenace. C'est là que j'ai touché quelque chose qui n'aurait pas dû être là, quelque chose d'étranger, de dur et de froid. C'était petit, à peine plus gros qu'une boîte d'allumettes, solidement fixé avec du ruban adhésif industriel noir au métal froid du châssis. Une vague de froid m'a traversé l'échine. J'ai tiré dessus avec précaution, mes doigts tremblants, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Un tambour fou dans ma poitrine. Le petit boîtier était d'un noir mat, et une minuscule lumière LED verte clignotait discrètement toutes les quelques secondes comme un œil malveillant. Un traceur GPS. Le mot a résonné dans mon esprit, froid et tranchant. Je suis resté là, figé au milieu de mon allée, le petit appareil de traçage posé dans ma paume, mes mains tremblant si fort que le monde autour de moi semblait vaciller. Mon propre fils, Paul. Le garçon qui pleurait quand il écrasait accidentellement une fourmi sur le trottoir, l'adolescent qui me promettait, les yeux brillants, qu'il me protégerait toujours, qu'il serait là pour moi, me surveillait, m'espionnait. La révélation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, coupant mon souffle. C'était une trahison d'une telle ampleur qu'elle menaçait de réduire en poussière tout ce que je croyais savoir de lui, de nous. Les questions se sont bousculées dans mon esprit. Un essaim d'abeilles en furie bourdonnant dans ma tête. Pourquoi? Depuis quand? Était-ce son idée, ou celle d'Isabelle? Au fond de mon cœur, une réponse, froide et cruelle, avait déjà pris racine. Isabelle. Son nom, comme un poison lent, se glissait dans mes pensées, confirmant mes pires craintes. Elle avait toujours eu cette emprise sur Paul, cette façon de l'envelopper dans sa toile, de le manipuler subtilement. La voir réussir à transformer mon fils, à le pousser à un tel acte, était une douleur presque plus vive que la trahison elle-même. Je suis entré dans ma maison comme un somnambule, le traceur toujours serré dans ma paume moite. Chaque pas était lourd, chaque souvenir de Paul, des années passées, pesait sur mes épaules. Je me suis assis à ma table de cuisine, la même table en bois patiné où Paul avait fait ses devoirs pendant des années, où nous avions partagé des milliers de petits déjeuners, des rires, des confidences. Sur l'étagère au-dessus de l'évier, la photo encadrée de nous deux le jour de sa remise de diplôme universitaire me fixait. Deux sourires, si sincères à l'époque, si pleins de promesses, me semblaient désormais n'être qu'un mensonge cruel, le masque d'une illusion brisée. Mes doigts ont trouvé mon téléphone, comme mus par une volonté étrangère. J'ai composé le numéro de Paul, mon cœur battant la chamade,
chaque sonnerie résonnant comme un coup de marteau dans le silence de la cuisine. Une fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e, il a décroché. « Allô, papa, tout va bien ?» Sa voix, même à travers la distance et la légère distorsion du téléphone, portait une note de culpabilité évidente, un trémolo à peine perceptible qui a suffi à confirmer toutes mes pires craintes, à transformer le doute en certitude amère. « Paul, il faut que je te pose une question, et je veux que tu me dises la vérité, la pure et simple vérité. » J'ai marqué une pause, prenant une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir mes poumons, comme pour me donner le courage nécessaire. « Tu as installé une sorte d'appareil dans ma voiture hier, n'est-ce pas ?» La question était sortie, directe, sans fioriture, le poids de l'accusation flottant dans l'air, bien plus lourd que le petit boîtier noir dans ma main. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Un silence si long et si lourd que je pouvais entendre les battements frénétiques de mon propre cœur résonner dans mes oreilles, comme un métronome fou. Puis, la voix de Paul, hésitante, a brisé le vide. « Papa, je ne vois pas de quoi tu parles. » Un mensonge flagrant, une tentative désespérée de reculer l'inévitable. « Paul, ai-je repris, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai le traceur dans ma main en ce moment même. La petite lumière verte clignote, là, devant moi. Un autre silence, plus court cette fois, mais tout aussi pesant. Puis, une lente expiration de l'autre côté de la ligne, comme un aveu silencieux. « Écoute, papa, on peut t'expliquer? On peut ?» Le « on » m'a frappé de plein fouet. « Qui ça, Anne-Paul » ai-je coupé, le ton sec, sans lui laisser le temps de se dérober. Il a bredouillé, une explication qui sonnait creux, imprégnée de l'influence d'Isabelle. « Isabelle et moi, on s'inquiétait pour toi. Tu sais, ces derniers temps, tu as été un peu différent, oublieux. On s'est dit que si quelque chose t'arrivait au volant, avec ta mémoire... » Sa voix s'est éteinte, laissant derrière elle un vide rempli de justifications malhonnêtes et de l'ombre de sa femme, planant sur notre conversation, empoisonnant chaque mot. « Oublieux ?» ai-je interrompu, sentant la rage monter dans ma poitrine comme un feu dévorant. La colère m'a étranglé, une morsure brûlante derrière les côtes, et le mot a claqué dans le combiné avec une force inattendue. Quand ai-je été oublieux? L'absurdité de leur accusation était insupportable. « Eh bien, la semaine dernière, tu m'as dit que tu allais au supermarché et ensuite tu ne te souvenais pas de m'avoir appelé. » Paul débitait ses lignes, visiblement sous l'influence. « Je ne t'ai jamais appelé pour te dire que j'allais au supermarché, Paul. Pourquoi t'appellerais-je pour ça ?» Un nouveau silence s'est installé, plus lourd que le précédent, empli de non-dits et de l'écho de leur trahison. Derrière lui, je pouvais entendre la voix d'Isabelle, étouffée et indistincte, comme un serpent sifflant dans l'ombre. Elle était là, toujours présente, même quand elle n'était pas directement au téléphone. « Papa, nous voulions juste nous assurer que tu étais en sécurité. » La tentative de réconciliation de Paul était si transparente, si faible. Menteur. Le mot est sorti de ma bouche avant que je ne puisse l'arrêter. Une explosion de douleur et de dégoût. « Tu as tellement menti que tu ne sais même plus ce qui est vrai. » Sans attendre sa réponse, sans même lui laisser le temps de bredouiller une autre excuse fallacieuse, j'ai raccroché le téléphone. La coupure nette du son a laissé un vide assourdissant dans la cuisine. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû poser le petit boîtier noir sur la table en bois de chêne, de peur de le laisser tomber. Je suis resté là, assis à la table, le regard fixé sur cet objet insignifiant, mais tellement lourd de sens. Les rayons du soleil de fin d'après-midi, filtrant à travers les carreaux de la fenêtre, peignaient des motifs dorés sur le plan de travail, mais la lumière ne parvenait pas à éclairer le gouffre qui s'était ouvert en moi. Je ne sais combien de temps j'ai contemplé ce petit morceau de plastique et de métal, ce symbole tangible de la mort de la confiance qui existait entre mon fils et moi. C'était un sentiment de violation, une intrusion dans l'intimité de mon existence. J'ai repensé à tous les endroits où j'étais allé ces dernières semaines. Chaque pas, chaque mouvement désormais teinté par la certitude que j'avais été surveillé, épié. Ma visite chez le docteur Dubois pour mon bilan annuel, le léger malaise que j'avais ressenti sans en comprendre la cause, mes courses au marché, l'odeur des fromages frais et des légumes de saison que j'avais cru innocentes, mon rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur avec Madame Dubois, ma voisine de toujours, avec qui je partageais des potins de quartier.
Ils avaient analysé mes habitudes, discuté de mon comportement étrange, dans l'intimité feutrée de leur maison moderne du lotissement des Érables, avec ses grandes baies vitrées et son design minimaliste, si différent de la chaleur de ma vieille demeure. Je me suis imaginé Isabelle, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses ongles toujours immaculés, et son sourire étudié, convainquant mon fils que son père était en train de perdre la tête, semant le doute dans son esprit, exploitant la moindre de mes faiblesses. Le téléphone a sonné. Paul, encore. Le son strident m'a fait sursauter. Je n'ai pas répondu. Il a sonné 5 fois de plus dans l'heure qui a suivi, chaque sonnerie creusant un peu plus le fossé entre nous, chaque appel ignoré renforçant ma détermination. Je savais qu'il essayait de me joindre, probablement poussé par Isabelle, pour s'expliquer, pour noyer la vérité sous un flot de mensonges. Mais ma patience avait atteint ses limites. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait lentement derrière les grands chênes centenaires de mon quartier, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, j'ai pris une décision froide, calculée, qui allait tout changer entre nous. Je n'allais pas confronter Paul. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni supplier pour des explications qui, je le savais, ne seraient que d'autres mensonges élaborés. Au lieu de cela, avec une résolution nouvelle et étrange, je me suis levé, la douleur au cœur toujours présente, mais désormais masquée par une détermination glaciale. J'ai marché d'un pas ferme jusqu'à mon garage, l'air frais du soir piquant ma peau. J'ai fouillé parmi mes outils, l'odeur d'huile et de bois se mêlant à celle de la terre humide. Mes doigts ont glissé sur les clés à molette, les tournevis, jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin. De la colle industrielle et du ruban adhésif neuf. Des outils simples pour une tâche complexe. S'ils voulaient jouer aux espions, j'allais leur montrer comment on jouait vraiment à ce jeu. Cette nuit-là, tandis que la lumière pâle de la lune filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des ombres mouvantes sur le mur, j'ai décidé de faire quelque chose que Bernard d'il y a 1 an n'aurait jamais envisagé. Bernard, l'homme confiant et loyal, aurait affronté Paul directement. Mais ce Bernard-là était mort, étouffé par la trahison. J'allais poser ce traceur dans la voiture d'Isabelle. Non pas pour faire du mal à qui que ce soit, non, mais pour découvrir la vérité, la froide et dure vérité, sur la raison pour laquelle ma belle-fille avait réussi à transformer mon propre fils en mon ennemi, une marionnette entre ses mains. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, tournant et retournant dans mon lit, le matelas me semblant soudain inconfortable. Mon esprit était une machine implacable, rejouant chaque interaction que j'avais eue avec Paul au cours des 2 dernières années. Chaque conversation anodine, chaque visite dominicale qui avait commencé à se raréfier, chaque moment fugace où j'avais senti que quelque chose, une fissure imperceptible, se formait entre nous. Isabelle était arrivée dans nos vies comme un ouragan déguisé en douce brise, une force de la nature insidieuse. Paul l'avait rencontrée au travail en octobre 2020. Il était ingénieur dans une grande entreprise de construction avec un avenir prometteur. Elle travaillait au département des ressources humaines, une position stratégique pour observer et manipuler. Quand il me l'a présentée pour la première fois dans un restaurant italien animé du centre-ville, l'air était empli de rire et du parfum d'ail et de tomates. J'avais pensé qu'elle était parfaite pour lui. Belle, intelligente, avec ce charme cultivé qui impressionne. Elle avait étudié la psychologie à l'Université de Californie et parlait avec cette assurance tranquille, cette éloquence mesurée qui ne vient que d'une bonne éducation et d'une famille aisée. « Monsieur Bernard » m'a-t-elle dit cette première nuit, ses yeux verts perçant les miens, tandis qu'elle prenait ma main entre les siennes, parfaitement manucurée. Ses ongles étaient d'un rose pâle impeccable, reflétant la lumière tamisée du restaurant. « Paul m'a tant parlé de vous. Il est clair que vous avez été un père extraordinaire en l'élevant seul. » Ces mots sonnaient sincères, enveloppants, mais il y avait quelque chose dans ses yeux verts, un éclat fugace, presque un calcul, qui me rendait nerveux. Une froideur insaisissable qui contrastait étrangement avec la chaleur de son sourire et la douceur de sa poignée de main. Mais Paul, mon Paul, était si éperdument amoureux qu'il irradiait pratiquement de bonheur, son visage illuminé. Et moi, je ne voulais pas être le père surprotecteur, le vieil homme aigri qui ruinerait son bonheur naissant. Je me suis tu, espérant que mon intuition me trompait. Les premiers mois furent subtils, une lente érosion de notre lien.
Isabelle s'arrangeait toujours pour être présente dans chaque conversation entre Paul et moi, comme une ombre élégante mais persistante. Toujours avec un sourire impeccable, toujours se montrant serviable, mais jamais vraiment l'être. Si je mentionnais, par exemple, que j'avais besoin d'aide pour réparer une gouttière ou élaguer un arbre, elle suggérait immédiatement des entrepreneurs qu'elle connaissait, coupant l'herbe sous le pied à Paul avant qu'il n'offre son aide. Si Paul, avec sa bonne volonté habituelle, mentionnait qu'il voulait me rendre visite le week-end, elle se souvenait aussitôt d'engagements sociaux qu'ils avaient, malheureusement, déjà pris. Ah, mon amour, tu ne te souviens pas? Nous avons promis d'aller au mariage de ma cousine Jessica ce samedi, disait-elle d'une voix douce, mélodieuse, mais avec une fermeté sous-jacente qui ne laissait aucune place à la discussion. Paul cédait toujours, toujours, un soupir d'excuse sur les lèvres, un regard contrit vers moi. Le premier commentaire venimeux est arrivé 6 mois après qu'il l'ait rencontré. Un coup de poignard déguisé en conseil. Nous dînions chez moi, dans la salle à manger, où tant de souvenirs s'étaient tissés. Un moment qui était sacré pour Paul et moi. Une tradition dominicale que nous avions maintenue depuis son adolescence. L'odeur du rôti de porc mijoté flottait encore dans l'air. « Bernard, m'a dit Isabelle, alors que je servais avec fierté mon dessert fait maison, une tarte aux pommes dont Paul raffolait. Avez-vous déjà envisagé de déménager dans un endroit plus petit ? La question était sortie de nulle part, une flèche empoisonnée. Cette maison est très grande pour une personne seule. J'ai laissé tomber la cuillère à tarte sur le plat avec un petit bruit sec, surpris et offensé. J'aime ma maison, ai-je répondu, ma voix un peu plus tendue que je ne l'aurais voulu. C'est ici que j'ai élevé Paul. Elle contient tant de souvenirs. Un micro-flashback a traversé mon esprit. Paul, enfant, courant dans le jardin, riant aux éclats. Bien sûr, mais pensez-y pratiquement, a-t-elle insisté, imperturbable. L'entretien doit être très coûteux et Paul est toujours inquiet pour vous. Seul ici. Elle a regardé mon fils avec ses yeux verts qui semblaient l'hypnotiser, le retenant prisonnier de son emprise. Et Paul a hoché la tête, un air grave sur le visage, comme s'il était réellement préoccupé. N'est-ce pas, mon amour ? Tu me dis toujours à quel point tu t'inquiètes pour ton papa. La voix d'Isabelle était douce, presque mielleuse, mais je sentis une pointe de triomphe à peine dissimulée dans ses intonations. Paul hocha la tête, comme un automate déréglé, ses yeux fuyant les miens avec une gêne évidente. Il avait l'air d'un enfant pris en faute. « C'est vrai, papa », murmura-t-il, un malaise palpable dans sa voix. Parfois, je reste éveillé, à me demander si tu vas bien tout seul ici, dans cette grande maison où tu es si isolé. Ce fut la première fois que je sentis, avec une clarté glaçante qui me serra le cœur, qu'Isabelle semait insidieusement des idées dans l'esprit de mon fils, des pensées qui n'avaient jamais effleuré Paul avant de la rencontrer. Un pressentiment sinistre me saisit. Les commentaires s'ensuivirent, goutte à goutte, un filet constant et pernicieux, comme un poison lent qui s'infiltre dans un verre d'eau limpide, altérant sa pureté. Toujours déguisé en marque d'attention, toujours enveloppé d'une bienveillance feinte, il n'en était pas moins des flèches acérées, destinées à me miner, à saper ma confiance et ma position. « Tu as remarqué que ton papa devient plus distrait, mon amour ?» lançait-elle à Paul, sa voix un murmure à peine audible qu'elle croyait sûrement inaudible pour moi. Occupé que j'étais à ranger la vaisselle dans la cuisine, le cliquetis des assiettes couvrant à peine ses paroles. Je pouvais presque sentir ses yeux verts percer mon dos, me transpercer de leur jugement silencieux. « Tu crois qu'il mange suffisamment ? Il a l'air plus mince, n'est-ce pas ?» Elle ajoutait, avec une fausse préoccupation qui me révulsait, « Peut-être devrions-nous venir moins souvent. Nous ne voudrions pas être un fardeau pour lui. » Chaque mot, prononcé avec une innocente sollicitude, était un coup de marteau sur mon cœur, me laissant un goût amer de déception et de trahison. Paul commença à changer, et ce fut une transformation déchirante à observer, comme si une ombre étrangère s'allongeait sur l'homme que j'avais élevé. Le fils qui m'appelait habituellement 3 fois par semaine pour prendre de mes nouvelles, pour partager un moment de sa journée, ou simplement pour me raconter une anecdote, ne téléphonait plus qu'une fois. Le jeune homme, qui, sans préavis, débarquait, son sac d'outils à la main, pour réparer le robinet. Elle lui avait fait croire que c'était sa responsabilité de me protéger de moi-même. Mais il y avait bien autre chose. Un malaise persistant qui me rongeait, telle une écharde sous la peau que l'on ne peut extraire. Les allusions répétées à mon argent,
Les questions insidieuses sur mes finances, les suggestions à peine voilées de déménager dans un endroit plus petit, plus gérable, selon ses dires. Tout cela, chaque mot, chaque regard, pointait vers un objectif bien plus sinistre qu'un simple désir de contrôle. Isabelle avait des plans, des projets bien ficelés, et ces plans incluaient, j'en étais désormais certain, de s'assurer que Paul hérite de ma maison et de mes économies le plus rapidement possible. L'idée me glaçait le sang, une amère pilule à avaler. Je repris le traceur dans mes mains. L'objet, d'une discrétion trompeuse, était plus lourd qu'il n'y paraissait, sa taille et sa forme évoquant celle d'une petite boîte à bijoux, inoffensive en apparence. Au dos, un numéro de série gravé et le nom de la marque, TrackSafe Pro, brillaient sous la faible lumière de ma lampe de bureau. Une vague de nausée me submergea en pensant à quel point il avait été dissimulé, me suivant comme une ombre. Je me traînais jusqu'à mon vieil ordinateur, le ventilateur ronronnant doucement dans le silence de la nuit, et tapais frénétiquement le nom du produit. Les résultats ne tardèrent pas. 299 €. Ce n'était pas une somme négligeable pour un tel gadget. Mais ce que je découvris ensuite fut bien plus troublant, une révélation glaçante. L'appareil conservait un historique détaillé des emplacements des 30 derniers jours. Cela signifiait qu'Isabelle et Paul m'avaient espionné, méthodiquement, sans relâche, pendant un mois entier. 30 jours de ma vie passés sous leur surveillance. 30 jours de ma liberté bafouée. Je passais la nuit à étudier le traceur, apprenant comment accéder aux données qu'il avait collectées. À l'aube, un plan s'imposa. S'il m'espionnait, je ferais de même. Il était temps de découvrir qui était vraiment Isabelle. Le lundi, déterminé, je m'entraînais à retirer et replacer le dispositif sans laisser de traces. À 7 heures, sachant Paul au travail, je me rendis au condominium Maple Heights. Dans le parking souterrain rempli de voitures luxueuses, je repérai la Honda Civic rouge d'Isabelle. À 8h15, elle sortit en tenue de sport impeccable et partit pour la salle. J'attendis quelques minutes, puis, malgré mes genoux douloureux, je fixai le traceur sous son châssis, exactement comme Paul l'avait fait sur ma voiture. Le chasseur devenait la proie. De retour chez moi, j'installai l'application et obtins un accès en temps réel à ses déplacements. Les premiers jours ne révélèrent rien d'anormal. Salle de sport, courses, salon de beauté, déjeuners en ville. Une routine parfaite, peut-être trop parfaite. Mais le jeudi, l'écran de mon téléphone s'illumina d'une manière inattendue, et quelque chose de subtil, pourtant capital, changea. À 10h30 du matin, au lieu de prendre la route habituelle vers la salle de sport, le petit point rouge symbolisant la position d'Isabelle dévia de sa trajectoire habituelle. Il se mit à glisser lentement, puis, plus rapidement, vers une partie de la ville que je ne reconnaissais pas du tout. C'était un quartier résidentiel à environ 30 minutes du centre, un dédale de rues bordé de pavillons modestes mais impeccablement entretenus, où les jardins étaient de fleuris et les volets fraîchement peints. Un endroit qui ne correspondait en rien à l'image qu'Isabelle s'efforçait de projeter. Elle y resta 3 heures durant, un laps de temps considérable pour une simple course ou une visite impromptue. Le vendredi, le scénario se répéta à l'identique, puis le lundi suivant également. Chaque fois, le même quartier discret, la même durée. Ma curiosité initiale, celle d'un homme qui s'ennuyait, se transforma rapidement en une suspicion grandissante, lourde et palpable. Et cette suspicion, à son tour, évolua en une nécessité désespérée, presque obsessionnelle, de comprendre ce que ma belle-fille pouvait bien faire dans ce quartier reculé, 3 fois par semaine, avec une régularité si troublante. L'énigme s'épaississait, et j'étais bien décidé à la résoudre. Le mardi, l'impatience me rongea. Les points sur une carte ne suffisaient plus. Je pris ma décision. Je la suivrais en personne. Je me sentais étrangement grisé par cette idée, comme un détective amateur sorti tout droit d'un roman policier que j'aurais dévoré dans ma jeunesse, planqué dans ma voiture, observant, traquant, tout en maintenant une distance sécuritaire. C'était à la fois absurde et incroyablement excitant. Il y avait des années, des décennies même, que je ne m'étais pas senti aussi vivant, aussi concentré sur un objectif, aussi aiguisé. L'adrénaline pompait dans mes veines, effaçant la fatigue et les soucis quotidiens. Isabelle conduisit exactement là où le traceur m'avait indiqué qu'elle irait, comme une marionnette obéissant à des fils invisibles. Je la suivis prudemment à travers le trafic matinal, mes yeux rivés sur sa voiture rouge.
Elle s'engagea finalement dans une rue paisible, nommée rue des Ormes, un nom si banal pour un lieu qui allait peut-être receler des révélations si inattendues. Elle était bordée de maisons des années 80, aux architectures simples et sans prétention, avec de petits jardins soigneusement entretenus, mais un peu fanés par l'été, et des boîtes aux lettres décolorées par le soleil, témoins silencieux d'une vie tranquille et ordinaire. Mais ce qui se passait derrière ces façades était peut-être tout sauf ordinaire. Il se gara plus loin et observa. La voiture rouge d'Isabelle s'arrêta devant une maison beige un peu défraîchie. Un homme en sortit, grand, sûr de lui, et l'accueillit dans une étreinte intime. Puis vint un baiser long, passionné. Bernard resta figé, le souffle coupé. Ce n'était ni furtif ni hésitant, c'était familier, installé. Dans la voiture, il tenta d'absorber ce qu'il venait de voir. Isabelle, qui avait convaincu Paul qu'il perdait la tête, le trompait. Et depuis combien de temps? Paul savait-il? Cette nuit-là, il ne dormit pas. La rage laissa place à une compréhension plus sombre. Il n'était pas un beau-père encombrant, mais un obstacle. Tant qu'il restait proche de son fils, elle n'aurait pas le contrôle. Le traceur GPS n'était pas une preuve d'amour, mais un outil de surveillance. Peu à peu, tout s'assembla. Ses économies, sa maison, près de 350 000 euros. S'il était déclaré confus, placé sous tutelle, Paul contrôlerait tout. Ce n'était pas une simple trahison. C'était un plan, froid et méthodique, bâti sur la cupidité. Le lendemain, je retournai rue des Ormes. Mais cette fois, je n'étais pas venu les mains vides. J'avais emporté mon vieil appareil photo Nikon, celui-là même que j'avais utilisé pour immortaliser chaque étape de l'enfance de Paul, ses premiers pas, ses anniversaires. Le toucher froid du boîtier métallique contrastait étrangement avec les souvenirs tendres qu'il évoquait. Si je devais affronter qui que ce soit avec cette information dévastatrice, j'avais besoin de preuves irréfutables, de preuves qu'il ne pourrait pas nier. Mon cœur battait la chamade, un tambour sourd dans ma cage thoracique. Isabelle arriva à 10h45, 15 minutes plus tard que la veille. Le même homme l'attendait déjà sur le pas de la porte, le visage éclairé par un sourire anticipatif. Cette fois, je pus observer plus de détails. Il était indéniablement beau, probablement âgé d'une trentaine d'années, avec cette même aura de confiance, une aisance dans ses mouvements qui me répugnait. Une nouvelle fois, je les vis s'étreindre, puis s'embrasser. Chaque clic de l'obturateur de mon appareil photo résonnait comme un coup de marteau dans le silence pesant de ma voiture. J'avais peur que le son ne les atteigne, ne les alerte. Je pris des photos de l'étreinte, du baiser, de leurs silhouettes disparaissant ensemble dans la maison. Mon cœur battait si fort que je craignais que le bruit ne couvre le déclenchement de l'appareil. Après qu'ils eurent disparu à l'intérieur, je pris une décision audacieuse, un risque calculé. Je sortis de ma voiture, mes jambes un peu raides, et marchai d'un pas décidé jusqu'à la boîte aux lettres du numéro 47. Le nom inscrit dessus, en lettres soignées, disait « Docteur Marcus Chen ». Un docteur, bien sûr. Isabelle avait toujours eu une préférence marquée pour les hommes qui avaient les réussi, pour ceux qui incarnaient une certaine forme de prestige et de stabilité. En revenant à ma voiture, je remarquai un détail supplémentaire qui m'avait échappé la veille. Sur l'allée, il y avait une deuxième voiture, une Tesla bleu marine, ornée de plaques médicales. Sa voiture, évidemment. Je pris une photo de la plaque d'immatriculation aussi, chaque détail comptait. 3 heures plus tard, Isabelle ressortit de la maison. Ses cheveux étaient légèrement différents, moins parfaitement coiffés qu'à son arrivée. Son maquillage semblait avoir été rafraîchi à la hâte. Elle marchait avec la satisfaction langoureuse d'une femme qui venait de passer un après-midi au lit, une aura de complaisance autour d'elle qui me fit grincer des dents. Tandis que je roulais vers la maison, mon esprit fonctionnait à plein régime. J'avais les preuves de l'aventure, mais il me fallait plus. Je devais comprendre le plan complet, le mécanisme entier de leur machination. Cette nuit-là, je me plongeais dans une recherche intensive sur Internet concernant le docteur Marcus Chen. Il ne fut pas difficile de le trouver. Il possédait son propre cabinet de dermatologie dans l'ouest de la ville. Divorcé, sans enfant, et selon les photos de son profil professionnel, il correspondait exactement au type d'homme qui attirerait quelqu'un comme Isabelle. Réussi, séduisant et suffisamment âgé pour offrir une stabilité financière. Mais quelque chose d'autre me tracassait. Si Isabelle avait une liaison, pourquoi restait-elle mariée à Paul?
Pourquoi ne divorçait-elle pas pour partir avec le docteur? La réponse ne pouvait être que l'argent. Quelque part dans cette équation sordide, mes 350 000 euros étaient la pièce maîtresse, le pivot de toute leur stratégie. Au cours des jours suivants, je continuais à suivre les mouvements d'Isabelle. Les schémas étaient d'une cohérence troublante. 3 visites par semaine chez le docteur Chen, toujours pour une durée de 3 heures, invariablement calées sur les horaires où Paul était au travail. Bernard avait consigné chaque détail dans un carnet mental, chaque départ et chaque retour d'Isabelle, le chronométrage précis de ses rendez-vous clandestins. Le schéma était si régulier qu'il en devenait presque hypnotisant, un ballet macabre dont il était le seul spectateur averti. Mais quelque chose d'autre, de plus insidieux encore, rongeait Bernard. Les samedis après-midi, ces jours où Paul croyait sa femme au spa avec des amis, Isabelle prenait la direction du quartier des affaires. Son Honda Civic de 2016, d'un gris métallique impeccable, se fondait dans le flot des voitures de luxe qui sillonnaient les larges avenues. Elle se garait toujours à la même place, juste devant un imposant immeuble de bureaux, aux façades de verre miroitant le ciel parisien, et y restait immuablement pendant 1 heure exacte. 1 heure, ni plus ni moins. Cette précision chirurgicale éveillait en Bernard un sentiment de malaise grandissant. Isabelle ne laissait rien au hasard. Chaque mouvement était calculé. Chaque mensonge, une pierre ajoutée à l'édifice de sa trahison. Le samedi suivant, une brume légère flottait encore sur la ville lorsque Bernard décida d'enquêter sur cet immeuble. Le quartier, habituellement bourdonnant d'activité, était étrangement calme en ce début d'après-midi. Le silence seulement brisé par le sifflement lointain d'un train ou le cliquetis d'une machine à café dans un bistrot voisin. Bernard se gara un peu plus loin, observant la façade imposante. Le hall d'entrée était vaste et froid, marbre poli et acier brossé, reflétant la lumière blafarde des néons. Il se dirigea vers le répertoire des locataires, ses doigts rugueux glissant sur la liste alphabétique des entreprises. Et là, au 22e étage, le nom lui apparut. Un coup de poing invisible en plein plexus. Morrison et Associés, avocat spécialisé en droit de la famille et succession. Le sang de Bernard se glaça instantanément dans ses veines. La pièce manquante du puzzle, celle qu'il avait redoutée sans oser la nommer, venait de se poser, révélant l'ampleur glaciale de la machination. Isabelle n'avait pas simplement une liaison, elle visitait un avocat spécialisé dans les divorces et les héritages. À cet instant précis, Bernard comprit que la réalité était bien pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Ce n'était plus une simple infidélité, c'était une stratégie froide, calculée, visant à démanteler non seulement la vie de Paul, mais aussi la sienne. La nuit qui suivit fut un tourment sans fin. Chaque heure passée à fixer le plafond sombre de sa chambre, chaque pensée se transformait en un fragment d'un puzzle macabre qui s'assemblait inexorablement. L'image se formait, nette et terrifiante, dans son esprit, provoquant une nausée physique, un nœud douloureux dans l'estomac. Les ombres dansaient sur les murs, se transformant en spectres des trahisons passées et à venir. Isabelle ne se contentait pas de tromper Paul. Elle planifiait de détruire leur existence, la sienne et celle de son fils, avec une minutie et une cruauté qui le laissaient sans voix, le souffle coupé. Le sommeil le fuyait, remplacé par une anxiété lancinante qui lui serrait la poitrine. Bien avant l'aube, alors que le ciel commençait à peine à blanchir d'un gris pâle et froid, Bernard se leva. Un frisson lui parcourut l'échine, pas seulement à cause de la fraîcheur matinale qui s'infiltrait par la fenêtre, mais à cause de la pensée persistante d'Isabelle. Il se dirigea vers la cuisine, ses pas lourds sur le parquet silencieux, et se prépara un café colombien, corsé, comme il l'aimait. La vapeur chaude s'éleva de la tasse, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il la portait à ses lèvres. Ce n'était pas l'effet de la caféine, mais la réalisation horrible, la certitude écrasante de ce que sa belle-fille avait ourdi pendant des mois, peut-être des années, sous leur nez. Il avait besoin de plus d'informations sur Morrison et associés. Chaque fibre de son être exigeait de comprendre l'étendue de cette toile d'araignée. À 8 heures précises, il saisit le combiné. Son cœur battait la chamade, un tambour sourd dans sa cage thoracique. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement de sa voix. « Bonjour, Morrison et associés », répondit une voix féminine, professionnelle et d'une politesse glaciale, comme taillée dans le marbre du hall d'entrée. « Bonjour », commença Bernard, s'efforçant d'adopter un ton posé.
J'aimerais prendre rendez-vous pour une consultation concernant la planification successorale et, des situations familiales un peu compliquées. Il s'étonnait lui-même de la facilité avec laquelle le mensonge glissait de ses lèvres. Bien sûr, monsieur. Pourriez-vous me donner une idée générale de votre situation demanda la voix, toujours aussi lisse. Bernard respira profondément. J'ai une belle-fille qui, je crois, manipule mon fils pour qu'il prenne des décisions financières qui ne sont pas dans son meilleur intérêt. Je crains qu'elle n'essaie d'accéder à mon patrimoine de manière indue. Un court silence s'installa au bout du fil. Un instant suspendu où Bernard crut être démasqué. Puis, la voix reprit, teintée d'une nuance de compréhension cynique. Ce type de dossier est délicat, mais malheureusement pas rare. Maître Morrison est un spécialiste des litiges familiaux liés au patrimoine et aux tutelles. Votre fils a-t-il actuellement une procuration sur vos finances? Bernard sentit le froid l'envahir. Son avocate lui demanda si sa belle-fille bénéficiait de son testament. Il comprit soudain. Son fils était l'unique héritier, et donc Isabelle aurait accès à tout. Il raccrocha, tremblant, convaincu d'avoir frôlé un piège. Les jours suivants, il observa Isabelle grâce au traceur GPS. Médecin, cabinet d'avocat, trajet régulier. Puis un jeudi, elle se gara près de chez lui et resta 15 minutes à surveiller sa maison. Téléphone à l'oreille. Le soir même, Paul l'appela, inquiet. Isabelle l'aurait vu conduire, confus. Bernard comprit qu'elle construisait un dossier sur son prétendu déclin mental. Décidé à obtenir des preuves, il suivit Isabelle chez le docteur Chen. En s'approchant de la fenêtre, il découvrit non pas une liaison, mais une réunion. Documents étalés, ordinateurs ouverts. Caché derrière un arbuste, il entendit l'essentiel. Il parlait de mise sous tutelle, de détérioration cognitive, de manipuler Paul pour qu'il conclût lui-même que son père avait besoin d'aide. Isabelle se vantait, le traceur GPS était son idée. Paul croyait agir par amour. Puis, ils évoquèrent le testament. Une fois la tutelle obtenue, Paul contrôlerait les finances. Ils parlaient de vendre la maison, de liquider les économies, de commencer leur vie ensemble. Le montant, 500 000 €, résonna comme une condamnation. Le monde vacilla. Ce n'était pas seulement une escroquerie. C'était une trahison calculée, froide, qui visait à l'effacer de sa propre vie. Combien de temps pensez-vous pouvoir maintenir le mariage? Demanda le docteur Chen, son regard perçant. Isabelle haussa les épaules, un sourire cruel aux lèvres. Jusqu'à ce que nous ayons le contrôle légal de son argent. Après, Paul peut avoir un accident malheureux, ou je peux simplement divorcer et garder la moitié de tout. À ce moment-là, nous aurons déjà transféré les actifs de son père. Un accident malheureux. Les mots tourbillonnaient dans ma tête comme des vautours. Il parlait de faire du mal à Paul, ou pire, mon fils, mon unique enfant, le fruit de tant de sacrifices, de tant d'amour. La panique me saisit à la gorge. Vous êtes plus froide que je ne le pensais, dit le docteur Chen, mais son ton était rempli d'admiration, pas de condamnation. Isabelle rit doucement. J'ai planifié ça depuis le jour où j'ai rencontré Paul au travail. Sa première conversation portait sur l'amour qu'il portait à son père et comment vous aviez tout sacrifié pour lui. J'ai immédiatement su qu'il y avait de l'argent en jeu. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing en pleine poitrine. C'était ça donc. Tout n'avait été qu'un mensonge, une mascarade élaborée, depuis le premier jour. Le souvenir de la première rencontre avec Isabelle, son charme si étudié, sa façon de me regarder dans les yeux avec une fausse sincérité, tout cela revint en un éclair, douloureux. L'avocat dit que nous avons besoin d'au moins 6 incidents documentés de comportements erratiques avant de pouvoir demander la tutelle. Continua Isabelle, sa voix reprenant son ton méthodique. J'en ai déjà 3. L'épisode de la conduite confuse. La fois où Paul dit que je l'ai appelé pour lui dire que j'allais au supermarché, mais que je ne m'en souvenais pas ensuite. Le docteur Chen fronça les sourcils. Mais cela s'est-il réellement produit? Bien sûr que non, répondit Isabelle avec un rire méprisant. Mais Paul n'a aucun moyen de le prouver. Et le troisième, c'est que j'aurais prétendument demandé de l'argent que j'avais déjà payé. J'ai dit à Paul que son père m'avait demandé 500 € pour des réparations à la maison, et que, lorsque je lui en ai parlé une semaine plus tard, il a agi comme si cela ne s'était jamais produit. Encore des mensonges, des fabrications grossières. Je n'avais jamais, au grand jamais, demandé d'argent à Isabelle pour quoi que ce soit.
Ma colère montait, une rage sourde face à tant de perfidie. Il vous en faut 3 de plus, dit le docteur Chen. Avez-vous un plan? Isabelle sourit, un éclair machiavélique dans les yeux. Le traceur nous donne beaucoup d'informations utiles. La semaine dernière, il est allé à 3 endroits différents en une seule journée, y compris la même banque 2 fois. Cela peut être interprété comme une confusion quant à savoir s'il avait déjà effectué ces transactions. C'était intelligent, diaboliquement intelligent. Et hier, je l'ai vu me suivre. Il était à 3 voitures derrière moi sur le chemin de mon rendez-vous de yoga. Et